Bonjour et bienvenue à notre balado habituel de réalisme climatique, donc du 30 juillet 2026. Comme à l'habitude, notre formule elle est assez simple. On fait 3 segments environ de discussion avec un invité, souvent d'outre-mer, c'est le cas encore ce matin, et avec notre ami fidèle au poste, Rénald Duberger. Bonjour Rénald. Bonjour Richard. Bienvenue encore une fois. Très heureux de compter parmi nous malgré les vacances. Ah, pour un retraité, il n'y a pas de vacances. C'est pour ça. Ben, écoutez, on voit à l'écran professeur Samuel Furfari, qu'on a le plaisir d'accueillir. Donc, merci d'être présent, professeur. Merci à vous pour l'invitation. Et on vous connaît déjà à Théovox, pour ceux qui suivent l'émission depuis quelques années déjà. Alors, vous êtes auteur de 21 livres, docteur en sciences appliquées et ingénieur polytechnicien de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez été haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne pendant 36 ans et vous êtes professeur de politique et géopolitique de l'énergie depuis 23 ans. Vous faites également partie avec Rénald Duberger du comité scientifique de l'Association climato-réaliste de France. Alors, bienvenue, professeur. Merci à vous pour l'invitation, ce qui me permet de voir aussi Rénald. Oui, Rénald, qu'on sort justement de son lieu de Québec. Il vit à Québec. Alors, on aime bien. Nous, on est basé à Montréal pour votre information. Alors, professeur Furfari, dans le cadre de vos nombreux ouvrages et diffusions médiatiques, vous analysez de manière critique l'inefficacité des sommets climatiques internationaux, notamment les COP. Et ça, c'est un sujet important parce que on part au Québec avec une longueur de retard, je dirais, par rapport à cette réalité-là. C'est devenu presque une religion au Québec, l'agenda 21, l'agenda vert, et vous exposez les raisons profondes pour lesquelles ces conférences ne peuvent pas produire de résultats concrets dans le cadre de nos sociétés occidentales actuelles. Et ça, c'est très apprécié. On va compter sur votre contribution aujourd'hui à cet effet-là. Notamment, une de vos spécialités est l'aspect de l'énergie. Vous dites d'ailleurs que l'énergie, c'est la vie, avec raison, et ça serait intéressant de vous entendre élaborer sur ce sujet-là. Alors tout d'abord, encore un grand merci pour l'invitation. Et vous faites bien de démarrer avec le point sur les COP, les conférences des États partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Mm-hmm. Pendant ma première vie à la Commission européenne, elle a consisté à développer des technologies qui ne polluaient pas ou éviter la pollution, disons, pour minimiser la pollution. Mm-hmm. Et en 1994, je ne sais pas comment on dit au Québec, on dit 94, 84, 94? 94, oui. Vous dites 94? Oui. Ah bon, voilà. Alors, en 1994, mon directeur général me dit, vous êtes le seul à vous occuper d'environnement ici, dans ce domaine de l'énergie. J'aimerais bien que vous deveniez responsable de l'environnement. Et donc, c'était une promotion. Je m'occupais naturellement d'éviter la pollution par mes activités technologiques. Et puis, je suis devenu le responsable de la politique en matière d'abattement des émissions et de réduction des pollutions. C'était en 94, c'est-à-dire un an avant la COP 1. Mm-hmm. Et donc, j'étais là en fonction avant la COP 1. Aujourd'hui, on est à la COP 30. Et donc, j'ai vu l'évolution de toutes ces COP. Pendant des années, j'étais le responsable de cela. Et puis, j'ai changé de fonction et donc, j'ai continué à suivre sans être le responsable. Mais je continue toujours à étudier ce qui se passe dans les COP. Et comme vous le dites, on en est à la 30e. Et ce qui est frappant, c'est de voir que c'est toujours le même discours qui revient, toujours les mêmes tambours, on bat le tambour pour faire peur aux gens, des activistes déguisés en ours blancs, mais absolument rien qui se passe, hein. Mm-hmm. Absolument rien. Depuis que l'on a prétendu résoudre la question climatique, c'est-à-dire en 92, à Rio de Janeiro, lors de la Convention
lorsqu'on a adopté la Convention sur le changement climatique. Depuis lors, les émissions de CO2 ont augmenté de 67%. Pas de 3 à 4%, 67%. Alors, vous imaginez un, un dirigeant d'entreprise qui promet qu'il va réduire les coûts et puis il les augmente de 67%, ben, il ne fera pas long feu, hein. Tandis que nous, on continue à répéter la même histoire. Après 30 ans, maintenant c'est 34 ans hein, de la conférence de Rio, après 34 ans de la conférence de Rio, on continue à dire le même discours, mais exactement la même chose, et rien qui change, les émissions n'arrêtent pas d'augmenter. Vous savez, au Canada, il y a eu des incendies dernièrement, et en France, c'est terrible ce qui se passe. En Espagne aussi, ce sont des très grands incendies, et bien entendu, tous les activistes en profitent pour dire, vous voyez, c'est le changement climatique qui provoque ces incendies. C'est grossier de dire des choses pareilles, ça n'a strictement rien à voir. Et ce n'est pas parce que demain, vous n'allez pas prendre l'avion que les choses vont s'améliorer. Or, justement, dans toutes ces COP, il y a toujours en l'arrière-plan, par ceux qui dirigent les COP, hein, pas par ceux qui y vont, mais ceux qui dirigent les COP, il y a toujours à l'arrière-plan la volonté de réduire la croissance, de réduire le niveau de vie des gens, de réduire la prospérité. Mais n'est-ce pas là, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être à un certain moment sur cette question de prospérité, parce que c'est là le centre du problème. Vous savez, le problème, c'est plus le climat, c'est la prospérité. Et donc, il faut que les gens comprennent que ce qui est en jeu, c'est vraiment la qualité de la vie, et c'est pour ça que vous avez bien fait de dire que l'énergie, c'est la vie. J'ai tiré un extrait de ce que vous avez mentionné déjà, donc je n'ai pas de mérite là-dessus, mais justement, comment expliquez-vous le fait que cette cohérence scientifique-là que vous martelez depuis plus de 30 ans n'est pas entendue par la population qui fait simplement suivre le narratif qui est complètement fondé sur absolument rien, et on se sert d'événements qui sont faux parce que l'histoire nous présente, on a eu le professeur Weingarten dans le passé qui nous démontrait qu'il n'y a pas plus de feux de forêt et de problématiques, de tornades et quoi que ce soit. Donc, on voit qu'historiquement, c'est faux. Et cette prémisse-là, parce que c'est brûlant dans l'actualité, c'est le cas de le dire, là, on nous amène ça comme, on nous sert ça comme étant la preuve que c'est tout à fait la cause du changement climatique. Et on voit que l'Europe souffre actuellement d'une crise énergétique majeure. Et je parlais tout à l'heure d'énergie, c'est vraiment votre dada au sens où c'est votre spécialité. Et on a une crise énergétique. On nous mentionnait depuis les derniers balados qu'on a une douzaine de centrales nucléaires qui ne servent même pas en France tellement qu'il y a des surplus de production. Comment expliquer tout ça, principalement en France? Vous savez, la question énergétique est très complexe. Et ce n'est pas parce que nous consommons tous de l'énergie et beaucoup d'énergie qu'on peut appréhender la question énergétique. Elle est éminemment complexe, mais elle a été banalisée. On a tellement banalisé, les politiques et les activistes, les ONG ont tellement banalisé la question énergétique que les gens pensent qu'il suffit de mettre des éoliennes et des panneaux solaires et que le problème est résolu. Et c'est pour ça que c'est difficile d'inverser la logique de la plupart de la population. Parce que le message simple et simpliste, on le comprend facilement. Aller expliquer ce qu'est l'énergie, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la mer du Levant entre Israël et le Liban pour l'énergie, ça devient un peu plus compliqué. Et ça devient même très compliqué si on fait ça pour l'ensemble des pays. Hélas, les activistes sont parvenus à prendre le micro et à faire croire que la question énergétique se résume à mettre des panneaux solaires et des éoliennes. Et c'est facile à comprendre, mais c'est extrêmement faux. Non seulement c'est faux, mais c'est très dangereux parce que ça détruit notre économie, ça détruit notre prospérité et ça met en danger les générations futures. Et c'est un peu ça qui est préoccupant parce que à travers un discours simpliste, en disant on va arrêter de voler et donc on va réduire le changement climatique, mais c'est extrêmement préoccupant pour l'avenir de l'Europe ou de l'OCDE, disons,
avec le Canada, parce que en dehors de l'Europe et peut-être de la province de Québec, vous savez, ailleurs, on ne s'occupe plus de cette histoire, hein. C'est terminé, on a tourné la page, hein. Moi, ma spécialité, c'est la géopolitique de l'énergie. Je regarde sur tout ce qui se passe dans le monde. Et je vous assure, c'est fini. On ne parle plus de changement climatique ailleurs. Mhm. On continue à le faire au Québec, je peux vous le dire. Et là-dessus, Rénal, peut-être tu peux rajouter ton expérience avec justement les étudiants et même les médias dans ton cas. Samuel fait très bien d'insister sur l'importance pour une nation, pour un pays, de maîtriser son énergie, de devenir énergiquement indépendant. D'ailleurs, les États-Unis sont un exemple à ce niveau-là. Donald Trump a dit drill, baby, drill aux grandes dames de tous les écologistes, parce qu'il a su réaliser très rapidement qu'un pays sera d'autant plus prospère qu'il est indépendant énergiquement. Et nous, au Québec, nous avons les mêmes formations géologiques qui sont exploitées présentement aux États-Unis pour ce qu'on appelle en Europe le gaz de schiste, qu'on appelle ici gaz de shale, le mot anglais shale. Cette roche, ce sont des roches argileuses qui contiennent du pétrole et du gaz. Et nous sommes assis au Québec sur les mêmes formations géologiques qui existent en Pennsylvanie et aussi, tu te rappelles, Richard, quand nous étions à la conférence de Washington, Ouais. où le gouverneur de l'État de West Virginia nous a démontré, chiffre à l'appui, que son État est devenu prospère grâce à l'exploitation de ces gaz de shale et ces pétroles de shale sur lesquels nous, les Québécois, restons passivement assis, paresseusement assis, tout ça sous prétexte de protéger l'environnement. Un autre aspect de l'énergie, plus sombre celui-là, on refuse présentement à des populations africaines le seul accès à de l'énergie bon marché qu'ils auraient moyen de se payer, celle des centrales thermiques, sous prétexte, encore une fois, de sauver la planète. Et il y a des millions d'Africains, surtout des femmes et des enfants, qui meurent chaque année par ce qu'on appelle le phénomène du dirty cooking, parce que ces gens-là font la cuisine à l'intérieur sur des réchauds avec des matières organiques comme du charbon de bois. J'ai même vu au Yémen, quand je suis allé là-bas, des excréments humains séchés qui servaient de carburant pour chauffer leur barbecue, pour faire la cuisine. Ouais. Et ces gens-là s'empoisonnent au monoxyde de carbone. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on leur refuse l'accès à l'énergie, la seule énergie bon marché qu'ils peuvent se payer, sous prétexte, encore une fois, de sauver le climat. Sauver le climat, sauver la planète, hein, des phrases creuses qu'on entend trop souvent, justement, par ici. Professeur, oui, Richard, moi je pense que les climato-alarmistes doivent réaliser que ce faisant, en faisant la promotion de leur croisade contre les énergies qu'ils disent sales, ils ont du sang sur les mains. Ben oui. Je confirme ce que vient de dire Reynald. C'est très préoccupant d'entendre encore des activistes dire que les Africains ne doivent pas copier notre modèle. C'est vraiment scandaleux. Ne pas copier notre modèle, ça veut dire rester dans la misère, utiliser des excréments séchés pour cuisiner, comme vient de le dire Reynald. Ça suffit. Et d'ailleurs, on n'a plus rien à dire parce que je reviens un peu au COP. Pendant des années, après la COP de Copenhague, surtout à la COP de Cancun, on a promis de donner des milliards de dollars aux Africains pour ne pas copier notre modèle, c'est-à-dire faire des énergies renouvelables. Et des milliards qu'on a promis. Et ces milliards, on ne les a pas. Les États de l'OCDE, à part peut-être quelques-uns, sont en faillite.
Et donc, on n'a plus d'argent. On ne peut plus donner de l'argent aux Africains. Pendant longtemps, les pays africains ont attendu cet argent. Et donc, ils étaient quoi? Ils disaient, un jour ou l'autre, on va avoir des financements, surtout européens. Et donc, ne critiquons pas les COP. Exact. Jusqu'à la COP de Dubaï, en 2026, ouais, si je compte, oui, 24, 23, à la COP de Dubaï, excusez-moi l'année, mais c'était la COP 28, à la COP 28. Là, les Africains ont dit, maintenant, ça suffit. Vous nous promettez de l'argent, il ne vient pas. Maintenant, nous voulons et nous allons nous développer. Et pour nous développer, comme a dit Rénal Duberger, ben, il faut de l'énergie fossile. Il n'y a pas d'autre miracle. L'énergie nucléaire pourrait convenir aussi aux Africains, mais ils n'ont pas la maturité pour le faire. Et ils n'ont pas l'argent non plus pour les construire. Et ils n'ont pas le temps d'attendre, parce que construire une centrale nucléaire, ça prend longtemps. Et donc, la solution immédiate, c'est de faire des centrales thermiques. Brûler ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est du charbon ou du gaz, ou acheter du charbon bon marché, du gaz bon marché. Et donc, rassurez-vous, l'Afrique va enfin construire des centrales électriques avec des énergies fossiles. Parce qu'on leur a promis quelque chose qui n'est pas faisable, qu'on ne peut pas payer, et ils ont dit ça suffit. Donc, le temps joue justement parce que la vérité, hein, ça traverse le temps. Et ça, je pense que les dernières 3 décennies nous ont prouvé que tout ce narratif-là était justement aller à l'encontre du bon sens primaire. Donc, il faut vraiment rappeler ce message-là le maximum. D'ailleurs, pendant qu'on interdit à l'Afrique de développer ses énergies à partir de combustibles, on permet à la Chine et aux Indes de polluer, hein, d'utiliser ces énergies-là. Et ça passe sous le tapis, alors qu'eux ont les moyens de leur ambition au niveau industriel. Mais vous dites, professeur, que cette crise a la conséquence directe de décisions politiques irrationnelles prises par les dirigeants européens. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cet aspect-là? Mais, vous savez, j'ai vécu ce changement à l'intérieur qui était progressif, hein, on ne s'en est même pas aperçu. Vous connaissez l'histoire de la grenouille, hein? Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle s'enfuit. Ouais. Si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous commencez à chauffer l'eau, eh bien, elle ne va pas s'en apercevoir et elle va finir par cuire. C'est ce qui s'est passé avec l'environnement. On a commencé à parler tout doucement d'environnement. Et moi-même, je vous ai dit que j'ai commencé là-dessus. Voilà. J'étais le responsable de l'environnement. Oui. J'étais le responsable du changement climatique pendant quelques années. Et on a commencé tout doucement. Et puis, progressivement, c'est devenu la seule politique de la politique européenne. La seule politique. On a abandonné tout le reste et tout est devenu décarbonation. À partir du moment où tout devient décarbonation, ben vous mettez tous les œufs dans le même panier. On a fait une erreur, on a une fameuse omelette, on a tout raté en Europe. Le prix de l'électricité est 2 à 3 fois plus cher qu'ailleurs dans le monde, et le prix du gaz 3-4 fois plus cher qu'ailleurs dans le monde. Donc on a perdu notre compétitivité, on n'est plus à jour sur les concurrences avec les autres, on se fait envahir par le marché chinois surtout. Si ce n'était que pour les soutiens-gorge et les t-shirts, ça ne serait pas tellement grave. Mais on s'est fait envahir pour tout. Et donc, on est en train de se soumettre aux Chinois et aux autres aussi. Je pourrais vous parler du Vietnam, mais on n'a pas le temps. Et on est en train sous prétexte de montrer l'exemple, parce que c'est ça le but. En Europe, on est convaincu que nous avons raison. On va montrer l'exemple aux autres, les autres vont nous suivre. C'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est le cas de le dire. Écoutez, professeur, c'est excellent. Comme premier segment, on a terminé notre premier segment. Donc, je vous invite à patienter quelques minutes, une courte publicité, une courte pause, et on vous revient pour la suite de l'émission.
Alors, nous sommes de retour avec professeur Samuel Furfary de France et ici au Québec avec professeur Reynald Duberger. Professeur Furfary, vous mentionniez dans une de vos vidéos que le Club de Rome, qui est mondialiste, s'est trompé selon ce que vous mentionniez au niveau de ses productions, notamment sur les COP. Mais pensez-vous pas plutôt qu'il est d'une efficacité redoutable si l'agenda mondialiste, justement, c'est de stopper la consommation d'énergie, donc de réduire la capacité économique de l'Occident depuis une trentaine d'années? Oui, je suis convaincu que tout a commencé avec le Club de Rome, qui a ensuite été suivi par le rapport de Madame Brundtland sur le développement durable, et dans la foulée, la conférence des Nations Unies que j'ai déjà mentionnée. Donc c'est ça la logique. Club de Rome, rapport Brundtland, Convention des Nations Unies, et puis les 30 COP. Mais, c'est beaucoup plus compliqué que cela, ou c'est devenu plus compliqué que cela. Lorsque beaucoup de groupes, on va expliquer après lesquels, ont compris qu'il y avait une nouveauté extraordinaire qui pouvait leur donner des avantages, ils ont rejoint le train en marche. Le train est parti avec les 3 événements que j'ai mentionnés, et puis d'autres sont venus se greffer là-dessus. Par exemple, les politiciens européens. Vous savez, pendant une bonne cinquantaine d'années, l'Europe a vécu dans une lutte virtuelle avec l'Union soviétique, avec les pays communistes. Et on a fini par gagner cette lutte et changer complètement la physionomie de l'Europe. Et notamment, on a incorporé tous les anciens pays satellites de l'Union soviétique, comme on les appelait, qui sont rentrés dans notre économie de marché et qui sont enfin libérés du joug socialiste et communiste. C'est pour ça que ces partis sont complètement disparus dans ces pays-là, parce qu'ils savent de quoi ils retournent. Mais les politiciens européens, qui pendant des années, malgré qu'on luttait contre le soviétisme, étaient quand même de nature anti-marché, c'est une constante en Europe, hein. On est anti-marché, Marxiste. surtout anti-pétrole, hein, anti-automobile. Et donc tous ces gens qui ont lutté contre la loi du marché, contre l'automobile, contre le pétrole, contre l'énergie, du jour au lendemain, se sont retrouvés comme étant perdus, puisqu'ils n'avaient plus de crédibilité vis-à-vis du reste de leur population. Ils ne pouvaient pas dire qu'il faut revenir au socialisme, évidemment, puisque c'était un échec cuisant. Et donc, ils se sont convertis à l'écologisme. Tous ces anti-marchés sont devenus écologistes. Et c'est pour ça qu'on trouve encore en Europe énormément d'écologistes qui avant étaient simplement des marxistes ou des socialistes. Et ils le sont toujours, mais ils ne peuvent plus le dire aussi ouvertement. Et comme on n'aime pas l'Amérique, on n'aime pas le développement, on n'aime pas le pétrole, on n'aime pas les voitures, tout ça met du beurre dans les épinards de toute cette mouvance anti-marché. Donc n'oubliez pas, ce n'est pas l'environnement qui les intéresse, c'est la destruction de l'économie de marché. Et c'est pour ça qu'ils parlent de plus en plus de décroissance. Il faut décroître. Parce que si vous continuez à dire qu'on peut continuer à y consommer de l'énergie, mais vous allez rater votre objectif politique de lutter contre le marché. Et donc, le Club de Rome, c'est vrai, c'est comme ça que c'est parti, mais ensuite, il y a eu tous les économies, tous les anti-marchés qui sont venus se greffer là-dessus. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Les industriels, quand ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, puisque maintenant on donne des subventions à tout ce qu'on peut subventionner. Ils se sont dit, mais nous aussi, on veut prendre une partie de cet argent. Et donc les industriels, et je crois de manière indigne, parce que ce n'est pas leur vocation, ont
ont foncé à fond dans toute cette mouvance verte pour dire, ben oui, nous aussi on y croit, nous aussi on veut lutter. Et puis, ça fait bien, n'est-ce pas, de dire qu'on va sauver la planète, on ne veut pas polluer, on veut s'occuper des petits oiseaux. Ça fait bien, ce sont des beaux arguments de marché. Mais donc, ces gens-là ont renforcé le mécanisme en faisant peur, en disant, oui, on a besoin de lutter contre la loi naturelle du marché, mais donnez-nous de l'argent pour le faire. Mhm. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques qui avant étaient dans des obscurs laboratoires pour faire des sondages dans la glace au Groenland ou bien en Antarctique, qui devaient pleurer pour avoir des financements pour faire leurs recherches, pour pouvoir aller explorer le pôle Nord et forer des trous, drill, pour trouver des roches du passé pour mesurer la quantité de CO2. Tout d'un coup, ils sont devenus la vedette. Et donc, tous ces scientifiques qui, avant, pleuraient pour avoir de l'argent, maintenant, ils en ont tant qu'ils en veulent. Et évidemment, ils ne vont pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà. Et donc, je trouve que ça, c'est le plus indigne de tout cela. Parce que quelqu'un qui a une idéologie, qui croit que le marché n'est pas bien, ben, il a encore une idéologie. Mais le scientifique, qui dans son laboratoire fait des équations, des modèles, pour pouvoir perpétuer ses recherches, là, c'est vraiment indigne. Ce n'est plus de la science. Et c'est ce qui se passe exactement. Parce que si vous osez dire quelque chose d'autre, on vous coupe les crédits. Hein. C'est radical. Donc, vous diriez qu'on est déjà dans un système totalitaire à l'échelle mondiale parce que les industriels et les institutions gouvernementales, les institutions académiques, comme vous le mentionnez. Je ne sais pas si les Québécois connaissent Drieux Godefridy, qui est un philosophe et juriste belge. Je le connais très bien. On s'est rencontrés à une de nos COP, contre-COP à Paris il y a plusieurs années. C'est un gars que je lis régulièrement. Très bien. Il a beaucoup de mérite et il est très compétent et très pédagogique. Et il a écrit un livre, L'écologisme, nouveau totalitarisme. Voilà. C'est un totalitarisme parce que si vous pensez différemment, voilà. Ben, on vous traite tout simplement de fasciste. Hein. C'est pas compliqué. Alors que c'est l'inverse. Si vous osez dire quelque chose, vous êtes fasciste, quoi. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le fascisme, mais c'est tout simple. Les gens comprennent, ouh là, c'est fasciste. Alors c'est mauvais. Ben, d'ailleurs, dans votre plus récent livre, professeur, Énergie, mensonge d'État, la destruction organisée de la compétitivité de l'Union européenne, vous dénoncez la conspiration mondialiste. Mais quel est le but, à votre avis? Qu'est-ce qui est derrière cet agenda-là? Parce qu'on voit aussi l'intelligence artificielle qui se développe. On voit que les flux financiers, maintenant, sont canalisés vers une seule stratégie. Et si c'est déjà du totalitarisme, bien, on s'en va vers quoi à court terme? Oui, c'est un totalitarisme, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, ça je ne crois pas, mais c'est un totalitarisme qui permet à beaucoup de personnes d'en tirer des profits, comme je viens de le dire. Et surtout les politiciens, parce qu'ils ont du blé à moudre comme ça. C'est facile d'avoir un argument. Et donc, tout ça converge vers une dictature verte qui détruit l'Europe, qui détruit le Canada. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai déjà dit et je voudrais le développer, c'est qu'ailleurs dans le monde, c'est terminé. On n'en veut plus de tout cela. Les énergies fossiles ne cessent de croître partout dans le monde. Après, vous savez, les énergies alternatives n'ont pas été développées à cause du changement climatique. Hein. Elles datent de 1973. C'est là, lors des chocs pétroliers, qu'on a dit qu'on a besoin de solutions alternatives. Ça veut dire qu'il y a maintenant 53 ans qu'on parle d'énergie alternative. Et après 53 ans, les seules énergies alternatives qu'il y a eu, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, représentent 3%. Le pétrole, le gaz, le charbon, c'est 66%, pardon. L'éolien et le solaire, c'est 3%. Après 53 ans d'efforts. Alors, il faut quand même, à un certain moment, dire on arrête. Hein.
de gaspiller des trillions de dollars pour arriver à 3%. Et pourquoi on arrive à 3%? Parce qu'ailleurs dans le monde, on n'en veut plus. On sait très bien qu'il y a des conséquences dramatiques à l'utilisation des énergies renouvelables. Sans parler de la dépendance forte envers la Chine, parce que ce sont les Chinois qui maîtrisent tout ça. Et donc, on est en plein déni de la réalité, on veut plus voir la réalité, on veut continuer dans le dogme, et ça arrange, je le répète, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui tirent profit de tout cela. Donc, c'est ça les ficelles dont vous parliez tout à l'heure du mondialisme, c'est le financement. C'est qu'en fait, l'économie s'autorégule dans une direction qui est à l'opposé de celle qu'on devrait suivre, tout simplement. Exact. Et je parle de l'Occident parce que on voit, par exemple, en Allemagne qu'ils se privent de développement nucléaire et s'ils décidaient politiquement aujourd'hui de rattraper le temps perdu, on parlerait de décennies avant qu'ils aient une efficacité à ce niveau-là. C'est très, très long, ce développement-là. Donc, ça se planifie sur 2-3 décennies et non pas à court terme. Je le dis souvent à mes étudiants, les erreurs en matière de géopolitique de l'énergie ont des effets sur le très long terme. Et les conséquences sont terribles. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on fait une erreur en matière de politique énergétique, ça dure très longtemps. Hein. Les conséquences sont très dures, très longtemps. Exactement. Et Reynald, on a l'expérience ici au Québec. C'est un gouvernement nationaliste du Québec, du Parti québécois, qui a mis la clé dans la porte de notre seul nucléaire, notre centrale nucléaire au Québec, qui faisait un peu l'école au niveau... C'était pas parce qu'on avait des besoins énergétiques, c'est qu'on avait une école fonctionnelle et on a mis la clé dans la porte de ça. Reynald, qu'en penses-tu? En fait, Richard, la situation de l'énergie au Québec, elle a évolué. Moi, je suis ingénieur géologue. J'ai assisté à la construction des grands barrages. Je pense à Manic 5 et tout ça. On se vantait du génie québécois. Ouais. On se vantait aussi du fait que notre énergie était 100% hydroélectrique. On a construit quand même une centrale nucléaire parce qu'il fallait que l'Hydro-Québec montre qu'elle a une expertise pas seulement hydraulique, mais aussi nucléaire, à Gentilly. Ouais. On a fermé cette centrale-là il y a quelques années. Moi, j'aurais voulu peut-être la conserver en fonctionnement, peut-être pour générer des isotopes dans le monde médical, mais ça n'a pas été le choix du gouvernement du Québec. À l'heure actuelle, notre énergie, oui, est 100% hydraulique, fournie par des barrages, mais il faut regarder l'avenir. Le Québec a décidé, dans la mouvance écologiste, climatiste, qui déferle présentement sur le monde, que on devait devenir électrique. Nos voitures devaient devenir 100% électriques en 2050. Imaginez le scénario suivant, Samuel. Chez vous, en Belgique, les hivers sont quand même tempérés. Ici, l'hiver, le thermomètre descend à moins 30. Puis quand j'étais jeune, dans les années 50, 60, ça descendait à moins 40. Hein? Alors, imaginez si on convertit tout le parc de voitures thermiques actuelles au Québec en voitures électriques par une nuit où il fait moins 30. Puis tout le monde a branché sa voiture électrique dans son... et puis tout notre chauffage au Québec, Samuel, il est presque 100% électrique. Alors, les plombs vont sauter, c'est sûr. Alors, mais merci, Reynald, pour cette bel exemple de manichéisme. Un des grands problèmes de l'énergie, c'est le manichéisme. Voilà. Des gens jurent que par une énergie, elles veulent rien entendre de l'autre, mais rien. Je me suis encore fait avoir ce week-end parce que j'ai écrit un article avec un politicien français
sur la nécessité de faire de la recherche pour la fusion nucléaire. Moi, je ne suis pas naïf, je sais bien que la fusion nucléaire, ça va être dans 30, 40 ans, bien entendu. Mais plutôt que de mettre de l'argent sur les toits pour faire un panneau solaire, ben, mettons de l'argent dans des laboratoires de recherche de pointe avec des gens de haute énergie dans le domaine du nucléaire. C'est ça que je voulais dire. Et donc, je reviens à ce que dit Reynel, parce que c'est la clé de notre problématique. Hein. En Europe aussi, maintenant, on a décidé que tout doit être électrique. Et la France aussi. On pourrait dire beaucoup de choses sur la France, sur tout électrique, mais essayons d'être synthétiques. Les énergies renouvelables, les éoliennes et le solaire, et le nucléaire, je suis nucléariste, hein, que ça soit bien compris, produisent de l'électricité, c'est-à-dire des électrons. Mais la plus grande partie de la consommation d'énergie, ce ne sont pas des électrons, ce sont des flammes. L'énergie, c'est d'abord des flammes. La consommation d'énergie, c'est d'abord des flammes. Vous avez une exception avec le chauffage que vous pouvez faire avec l'électricité, mais la plupart des pays dans le monde, ce sont des flammes. Et les flammes, on ne les produit pas avec des centrales nucléaires. Les flammes, on ne les produit pas avec des éoliennes. Et donc, c'est là la grosse erreur de la politique, de penser qu'en faisant des éoliennes et même des barrages hydroélectriques, on va pouvoir se passer des énergies fossiles. C'est faux. C'est archi faux. Et c'est pour ça que je reviens à ce que disait Reynel tout à l'heure. C'est ridicule d'avoir du gaz de schiste ou du gaz de shale, comme vous l'appelez au Canada, et de dire je n'en veux pas, parce qu'on va tout faire à l'électricité. Ça ne marchera pas. Il faudra un jour ou l'autre se mettre vraiment devant la réalité. Les molécules sont plus importantes que les électrons. Le monde a besoin de molécules. Vous savez, un avion, ça vole avec des molécules, hein, du kérosène. Les voitures, ça fonctionne avec des molécules. Tout fonctionne. Les usines fonctionnent avec des molécules. Il faut de l'électricité, bien entendu, je ne dis qu'on vient pas. Bien sûr qu'il faut de l'électricité. Mais c'est en volume environ 1/5. Les 4/5 autres, ce sont des flammes. Et donc, on ne peut pas dire tout simplement qu'on va tout faire avec des éoliennes ou même du centrale nucléaire. Et je répète, je suis nucléariste. On a besoin d'énergie fossile. Et dès que vous dites ça, vous êtes fasciste. Hein, voilà. Dès que vous dites, ah non, on a aussi besoin de gaz, de pétrole, de charbon pour certains pays, vous êtes devenu un fasciste et vous n'êtes plus crédible. Alors que c'est la réalité qui se passe dans le monde. Mais de toute façon aussi, les combustibles vont servir à la production de plastique. Donc, les jeunes là, qui veulent sauver la planète avec un discours creux parce qu'ils ont eu un lavage de cerveau depuis qu'ils sont nés, ben on leur explique que l'ensemble des produits qui fait qu'ils ont un certain confort disparaîtrait s'il n'y avait pas de combustible à la base. Mais justement, faisons le lien avec le fait que la sécurité alimentaire mondiale, elle passe par la sécurité énergétique. Et on parlait tout à l'heure de l'Afrique, mais c'est un peu un des problèmes centraux qui vivent là-bas. Oui. Vous savez, on est aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains. S'il n'y avait pas d'engrais chimiques, voilà, mais il y aurait des famines terribles. Voilà. C'est grâce aux engrais chimiques qu'il n'y a plus de famine. Et les engrais chimiques, on produit comment? Ben avec des énergies fossiles, surtout avec de l'hydrogène. J'ai écrit un livre sur l'hydrogène parce qu'on a besoin d'hydrogène, mais de grâce. C'est pour nourrir la population, l'hydrogène, et pour éviter les pollutions, mais pas pour le brûler à la place du gaz. C'est ridicule de brûler de l'hydrogène. C'est une molécule si précieuse, pourquoi la brûler? C'est ridicule. Et donc, il faut quand même répéter qu'on a besoin d'engrais pour nourrir le monde. Exact. Et les engrais, vous n'allez pas les produire avec des éoliennes, ni avec des panneaux solaires, ni avec des centrales nucléaires. C'est pour ça qu'il faut insister sur le besoin crucial d'énergie fossile pour l'alimentation et pour le chauffage, pour l'industrie et, comme vous l'avez dit, pour toute la pétrochimie. Donc, c'est évident que les États-Unis sont en train d'avoir une longueur d'avance extraordinaire sur tout le monde parce qu'ils ont compris, drill, que le monde va fonctionner encore longtemps avec des énergies fossiles, du pétrole et du gaz notamment. Oui, notamment. Et le Canada ferait bien de faire comme au Nord Dakota,
Le Nord Dakota, c'est tout près du Canada. Ouais. Vous feriez bien aussi de chercher un peu du shale gas et du shale oil parce que vous en avez. Oui, mais on a justement une perturbation, comme vous le savez, en Amérique du Nord avec les problèmes, la relation entre le Canada et les États-Unis de Trump. Donc ça, c'est un autre dossier. Mais revenons, par exemple, au détroit d'Ormuz, par lequel transitent beaucoup d'engrais chimiques. Et il y a une problématique à ce niveau-là aussi. Ce n'est pas uniquement que le pétrole qui est touché. Écoutez, professeur, je vous arrête tout de suite. On fait une deuxième pause pour revenir avec notre troisième segment. De retour avec professeur Samuel Forfari et Rénal Duberger. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des experts dans le domaine, là, justement, de l'écologie d'une part, mais aussi de l'énergie. Professeur Forfari, vous parliez tout à l'heure de l'Agence internationale de l'énergie, que vous êtes très familier avec ça, qui a débuté en 1974. Donc, on comprend que depuis 1974, on a vu cette dérive, surtout vers la fin, là, augmenter énormément. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre expérience par rapport à cette agence depuis les débuts, donc lorsque les pays de l'OPEP ont créé un embargo qui a créé un peu une mini-révolution au niveau énergétique, mais qu'est-ce que c'est devenu avec le temps, justement? Tout à l'heure, vous avez terminé en mentionnant le détroit d'Ormuz et beaucoup de personnes non spécialistes pensent que c'est une crise comme on n'a jamais eu. La plus grande crise du monde en matière de pétrole et d'énergie. Les superlatifs se suivent pour faire peur sur cette crise du détroit d'Ormuz. Ce sont tous des gens qui n'ont pas suivi des cours d'histoire ou qui n'ont pas vécu les crises de 73 et 74 et 79. Ce furent des vraies crises avec une multiplication du prix de l'énergie qui a fait passer le prix du brut de 2-3 dollars à 30 dollars et puis à 90 dollars. C'était terrible, cette augmentation de prix, qui a mis à genoux le monde économique. Et les pays, je vais peser mes mots, les pays arabes de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OAEP, ont voulu utiliser cette arme du pétrole pour forcer les pays OCDE à abandonner le soutien à Israël. C'était après la guerre du Kippour. Et donc, on a été vraiment pénalisé avec des grosses souffrances. Et bien entendu, on ne pouvait pas se laisser faire. On ne pouvait pas dire, bah oui, vous avez gagné, vous allez faire ce que vous voulez. Non, on a réagi. Et notamment, les États-Unis, à l'époque, avec M. Henry Kissinger, et du côté européen, avec le commissaire européen à l'économie, non, le président de la Commission européenne, M. Ortoli, ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et ils ont créé assez rapidement d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie qui avait pour but de mettre en place des mécanismes d'information entre les pays de l'OCDE pour pouvoir résister à des chocs pétroliers. Et on a mis ainsi à place rapidement des mécanismes de stockage de l'énergie, du pétrole. Et c'est pour ça qu'on a su résister maintenant au choc d'Ormuz, parce qu'on a, chaque pays de l'OCDE possède des réserves de 90 jours. Donc pendant 90 jours, on a assez de pétrole pour résister aux embargos créés par l'Iran. Et ça a été une arme extraordinaire qui a permis de résister au choc pétrolier. Et depuis lors, à part l'Iran maintenant, le système était calme. Il n'y avait plus de crise pétrolière. Et puis, il y a eu une autre chose, c'est qu'à partir du moment où on a vu qu'on ne pouvait plus dépendre uniquement des pays de l'OPEP, des pays notamment du Golfe Persique, on a dit, et là, c'est chapeau à la Commission européenne, on a besoin de développer des nouvelles technologies pour produire du pétrole et du gaz. Et la Commission européenne a lancé des programmes de démonstration, ça s'appelait Oil and Gas Demonstration Program, pour financer des compagnies, non pas pétrolières, mais des compagnies du secteur parapétrolier, pour développer des technologies de production en mer du Nord. Et ça a été un boom extraordinaire. Il y avait tellement de pétrole qu'on a vécu au milieu des années 80, oui, au milieu des années 80, un contre-choc pétrolier. Le prix était tombé à moins de $10 le baril, tellement il y avait du pétrole, grâce à la technologie. Et donc, moi, je reviens souvent avec cet exemple, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. On a montré que grâce à des recherches, des développements de nouvelles technologies, on s'en sort, quoi. Et donc, aujourd'hui, il faudrait revenir à cette mentalité. Oui, on a besoin de nouvelles technologies, de pétrole et de gaz. Drill, 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 baby. Parce que c'est ça qui va nous apporter du soulagement. Et en fait, la crise d'Ormuz, vous voyez, bon, il y a eu des soubresauts, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu dans les années 70. Exactement. D'ailleurs, l'idée de décarbonation et de promotion des énergies dites renouvelables est considérée par le secrétaire d'État à l'énergie américain, Chris Wright. Et il parlait de dérive idéologique et de culte climatique. Je pense que c'est déjà, comme vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il y a un changement politique vers l'abandon de ces stratégies-là de plus en plus. Donc, l'Europe reste le dernier des Mohicans et malheureusement, le Canada et surtout le Québec est aussi derrière cet aspect-là. Mais malgré cette obsession du zéro émission nette, les États-Unis refusent de fermer leurs centrales électriques au charbon pour les émissions de CO2, des centrales jouant le rôle essentiel de la stabilité du réseau électrique, notamment pour les pics de consommation en hiver. N'est-ce pas là justement un nouveau modèle que les États-Unis sont en train de mettre en place qui devrait heureusement entraîner le Canada à court terme et probablement avoir une influence sur les politiques européennes également? Oui, c'est un peu plus intéressant encore que ce que vous venez de dire, parce que les États-Unis ont beaucoup de charbon et pendant longtemps, plus de la moitié de l'électricité aux États-Unis est produite à partir de charbon. Et puis ça a diminué à partir de 2008 à cause du fort développement du gaz de shale. Et le gaz shale était tellement bon marché qu'il était finalement moins cher que le charbon. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Que même du gaz moins cher que le charbon. Mais le marché du gaz est tellement porteur. Il y a tellement de demandes de gaz dans le monde, en dehors de l'Union européenne, qui se suscitent, que les États-Unis ont compris qu'il vaut mieux ne pas brûler le gaz aux États-Unis et de le vendre en Asie, où on veut bien l'acheter, plutôt que de le brûler pour faire de l'électricité. Parce que le charbon fonctionne très bien pour faire de l'électricité. Et comme eux ont compris que le changement climatique, ça n'a pas d'importance, ils brûlent du charbon et c'est pour ça que les émissions de CO2 réaugmentent aux États-Unis, parce qu'ils brûlent du charbon. Pourquoi? Pour économiser le gaz, pour le vendre.
Et donc, c'est un mécanisme de marché. Vous voyez, de nouveau, c'est le marché qui doit fonctionner. C'est le marché qui doit dire qu'est-ce qu'on fait, et pas l'État, parce que l'État se trompe toujours dans ces conditions-là. J'en profite pour vous ajouter quelque chose de fort semblable. Vous avez tout à l'heure mentionné le nucléaire, mais on ne s'y est pas arrêté. Les Émirats arabes unis ont construit une centrale nucléaire avec 3 réacteurs à Baraka, la centrale de Baraka. Et certains disaient, ah, vous voyez, ils n'ont plus confiance à leur gaz, ils savent bien que le gaz c'est terminé, le pétrole c'est terminé, donc ils ont besoin de nucléaire. C'est ridicule. Hum. C'est ridicule. Donc les réserves... Ils viennent de sortir le 1er mai de l'OPEP pour pouvoir être libres et vendre plus de pétrole encore et plus de gaz. Donc c'est exactement le contraire de ce que les gens incompétents disent. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'actuellement, actuellement, oui, et majoritairement, ils produisent leur électricité en brûlant du gaz. Or, le gaz, ils peuvent le vendre. Donc, ils construisent une centrale nucléaire pour éviter de brûler du gaz, pour vendre du gaz. Et figurez-vous que l'Arabie Saoudite veut faire exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé les 3-4 derniers jours. Monsieur Chris Wright, que vous avez mentionné, a signé un accord avec le prince saoudien pour dire on va vendre des centrales nucléaires en Arabie Saoudite pour la même raison. Pour ne pas brûler des hydrocarbures. C'est précieux, les hydrocarbures. Exact. Ce sont des molécules. Hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On ne brûle pas des molécules. C'est idiot de brûler des molécules. Et donc, ils disent, on va faire des centrales nucléaires, comme ça, on va épargner nos molécules et on va les vendre dans le marché. Mais vous avez vu que Trump a dit, oui, on veut faire ça, mais d'abord, il faut que l'Arabie Saoudite rejoignent les accords d'Abraham. Mais c'est une question de délai. Et un jour ou l'autre, ils vont rejoindre les accords d'Abraham et on aura des centrales nucléaires en Arabie Saoudite. Vous voyez la grosse différence avec les Européens. Ils veulent ni nucléaire, ni pétrole, ni gaz, alors que les autres veulent tout. Mais c'est intéressant ce que vous avez mentionné sur cet aspect de vouloir exporter le gaz que l'on produit plutôt que de l'exploiter pour produire de l'électricité. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a une logique économique qui est vraiment importante personnellement, je n'avais jamais entendu jusqu'à date et j'espère que les auditeurs apprécient cet enseignement-là parce que ça met beaucoup de sens par rapport aux politiques qui sont émises, par exemple, aux États-Unis. Là, ça fait plein de sens. Et là, maintenant, je ne comprenais pas le principe de développer des centrales en Arabie. Donc, ça fait tout à fait du sens. Une autre des politiques absurdes qu'on a connues au Québec qui a touché l'Europe de plein fouet, Rénal, tu pourras en parler, c'est que vers la fin de 2024, la faillite de Nordvolt marquait, ici au Québec, mais notamment en Europe, la fin des politiques stratégiques de la filière batterie ou des filières batteries, qui a été l'essence, c'est le cas de le dire, du gouvernement Legault là, depuis les 7-8 dernières années et qui s'est terminé dans un désastre au point où, prochaines élections à l'automne, il risque d'être complètement anéanti comme organisation politique. Qu'est-ce que vous avez vécu en Europe comme impact? Est-ce qu'on en a tiré des leçons de cette formule-là? Mais d'abord, Rénal, peut-être nous parler de ce qui s'est passé au Québec ici. Non, mais Richard, il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Il ne s'est pas passé au Québec, mais aux États-Unis, la semaine dernière, il y a un rapport de la Commission géologique américaine, United States Geological Survey, qui est un organisme indépendant politiquement, qui a revisé les réserves de charbon sur le territoire américain. Et tenez-vous bien, la Commission géologique américaine évalue à 5,5 trillions de tonnes des réserves de charbon en dessous du territoire américain. Et ce qui rendrait les États-Unis, au point de vue énergie, indépendance énergétique, autonome. 600 ans de réserve. Alors, pour moi, c'est une nouvelle qui n'est pas sortie ici au Québec, probablement ni en Belgique, ni en France, mais c'est une nouvelle importante. Puis quand on nous serine
que les éoliennes puis le solaire, c'est l'avenir, puis on est assis sur autant d'énergie que nous refusons non seulement d'exploiter, mais d'explorer. Moi, ça me rend en colère. Mhm. Je trouve que c'est important. Mais cette nouvelle-là, est-ce qu'elle est sortie en Belgique, Samuel? Non, je ne l'ai pas vu. Il faudrait m'envoyer le rapport, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas vu, je suis intéressé. Je vais t'envoyer ça. Merci, merci. Alors voilà un exemple d'échange qui nous amène justement de l'information juste en temps réel, parce que c'est une information qui est majeure et qui risque d'influencer encore une fois les politiques américaines. Probablement, pour revenir à Nordvolt, que ce secteur industriel a fait les frais de ces changements qui se passent à travers le monde, professeur Furafari. Oui, c'est clair que le monde ne peut pas fonctionner sans énergie. L'énergie, c'est la vie et donc c'est le développement et c'est la prospérité. Et il y a tellement de gens qui ont besoin dans le monde de vivre mieux. Euh, on parlait tout à l'heure de l'Afrique. Il y a 500 millions d'Africains qui ne sont pas connectés au réseau électrique. Mhm. Un demi-milliard qui n'est pas connecté au réseau électrique. Et ceux qui sont connectés ont de l'électricité de temps en temps et de manière tout à fait instable. C'est pas comme chez nous, on a toute l'électricité qu'on veut 24 heures sur 24. Ouais. Là-bas, c'est de temps en temps. D'ailleurs, la principale forme de production d'électricité en Afrique, ce sont les groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel. Mhm. Parce que voilà, si vous avez la possibilité d'être connecté au réseau, c'est que vous avez les moyens d'acheter un groupe électrogène. Et Mhm. donc, quand le réseau tombe, votre groupe électrogène démarre et vous produisez votre propre électricité. Au Liban, c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs, hein. Au Liban, il n'y a plus que des équipements électrogènes et non plus des centrales électriques qui fonctionnent à cause du désastre économique. Mhm. Donc oui, le monde va continuer à croître, à se développer. Et si on est à 3% d'éoliennes et de solaire, ben, ça va peut-être doubler, ça va faire 6, ça va peut-être tripler, ça va faire 9. Mhm. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arrêter de rêver, quoi. Il faut arrêter de rêver. Même 9, on n'arrivera pas. Parce que vous savez, une éolienne, c'est construit avec des énergies fossiles, hein. Exact. Parce que le mât, c'est de l'acier. Les pales, c'est des fibres de verre qu'on fait fondre du sable avec de la dolomie pour faire du verre. Et on mélange ça avec du plastique. Donc aussi des hydrocarbures. Et si vous prenez les panneaux solaires, ça revient au même. Mhm. Donc, sans énergie fossile, il n'y a pas d'éolienne, il n'y a pas d'énergie solaire. Exact. Et donc, il faut arrêter cette Il est 18 heures. Et c'est ça que Trump a compris, vous savez. Euh, on peut discuter sur Trump, son narcissisme qui exaspère beaucoup. C'est pas lui qui a inventé la politique énergétique. Trump ne connaît rien à l'énergie. C'est Chris Wright. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans cette rencontre. Chris Wright, c'était le presque père de la révolution du gaz de shale. Ah oui. Celui qui a apporté la révolution, c'était George Michael. Mais il était âgé et il s'est rapidement associé à quelqu'un de plus jeune, Mhm. compétent dans le domaine, un ingénieur énergéticien, Chris Wright, qui a fait le boom, Ah oui. la révolution. Mhm. Révolution qui a conduit aux accords d'Abraham. Je crois qu'il faut, excusez-moi si je suis un peu long, mais les accords d'Abraham, c'est-à-dire essayer d'avoir une pacification entre des pays arabes et Israël, résulte de ce travail de Chris Wright. Parce que en montrant qu'on n'a plus besoin du pétrole du Moyen-Orient, ben, la donne change géopolitique. La donne géopolitique est différente aujourd'hui. Voilà. On veut être amis avec les pays arabes, bien entendu. On veut être amis avec les pays du Golfe. Mais ils n'ont plus les rênes de la géopolitique. Mhm. C'est fini. Et donc ça, eux l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils disent, oh, ben oui, les accords d'Abraham, on va y adhérer progressivement. Mhm. Et c'est justement cette révolution de gaz et de pétrole de shale qui a été construite par
Chris Wright. Là, ce qu'a apporté Trump, c'est la communication. Avant, on n'osait pas dire que les énergies fossiles, c'était bien. Exact. Comme Trump n'a peur de rien, et il a dit, non, les énergies fossiles, c'est l'avenir, c'est bien. Ben oui, il a fait une révolution en ce sens, mais tout avait été préparé par d'autres, pas seulement Chris Wright, d'autres aussi avaient tout préparé pour que Trump puisse faire sa communication. Et on voit... Et maintenant, le monde est libre. Le monde s'est libéré, parce que pendant 20 ans, on était sous le joug des Verts, et le monde s'est libéré, à part l'Europe. Et le Québec. Le monde est libre. Et le Québec, malheureusement, mais aussi, regardez en Espagne ce qui s'est passé au printemps, justement, avec des pannes majeures, des pannes électriques. Donc, le fait de ne pas diversifier ses politiques, mais diversifier ses sources d'énergie, donc avec des politiques qui sont rébarbatives à tout ça, que l'Europe maintient encore, malheureusement, que le Québec et le Canada maintiennent encore une fois. Alors, espérons, messieurs, qu'on pourra voir à court terme et espérons que ce balado contribuera à informer la population au Québec, dans la francophonie, sur les bienfaits de diversifier son énergie, surtout en Amérique, là où on a des ressources combustibles et d'hydrocarbures assez importantes pour être autonomes, comme on le mentionnait. Alors là-dessus, écoutez, malheureusement, le temps file. On a terminé notre heure de présentation. Et puis, professeur Samuel Forfari, je vous remercie énormément de votre présence ici, de votre disponibilité. On aura sûrement l'occasion de vous solliciter à nouveau prochainement. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et merci, Rénal. Toujours un plaisir d'avoir ce côté un peu proche de notre réalité. On sait que tu es un excellent pédagogue et on poursuivra nos prochaines émissions en ta présence si tu es disponible. Merci, Rénal, encore une fois. Merci, Richard. Au plaisir, tout le monde. Merci de votre écoute et ne manquez pas nos prochains balados. Vous pouvez aussi nous suivre, donc vous abonner à notre chaîne YouTube Réalisme économique. La seule chaîne avec le réalisme avec un accent, donc ça dit tout. Et le fait de mettre un pouce en l'air et de nous encourager, c'est une façon de s'assurer qu'on a une diffusion encore plus grande. Et c'est l'objectif que l'on vise ici. Alors, à une prochaine rencontre et merci de votre présence.